Bonjour à tous. On a pris un petit peu de retard sur notre Tama Live, mais je crois que tout semble revenir dans l'ordre. Donc, pour ce Tama Live du mois d'octobre, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Gilles Pavant, qui va nous présenter ce que fait la société Adaequa. Et bien entendu, c'est plutôt une solution qui va s'adresser aux startups et à toutes les sociétés qui se posent un certain nombre de questions quant à l'adéquation finalement de leurs produits et de leur public. Alors bonjour Gilles. Bonjour à tous. Bonjour Donc Yannick. voilà, rapidement, est-ce que tu peux nous présenter qui tu es déjà en profitant de ce live pour vous indiquer que le Time Alive vous permet à n'importe quel moment de nous rejoindre pendant ce live. Pour ce faire, vous n'avez qu'à vous rendre sur tamacher.com, télécharger l'application, rentrer donc dans la salle Tama Live et vous pourrez directement nous rencontrer, présenter votre problématique et Gilles s'efforcera d'y répondre en live. C'est vraiment le principe. Vous pouvez bien entendu poser vos questions aussi sur Facebook pendant toute la durée du live qui va durer à peu près une trentaine de minutes. Voilà, donc je me tais, je laisse la parole à Gilles. Donc Gilles, voilà, si tu peux rapidement te présenter. Je crois que tu es sur Bordeaux, hein? Oui, c'est ça. Alors, pour me présenter rapidement, j'ai un parcours dans l'innovation depuis pas mal d'années. J'ai travaillé pour plusieurs startups en tant que développeur, architecte, et puis j'ai aussi participé au développement de certains produits. Donc maintenant, mon sujet, c'est de faciliter ce que j'appelle la rencontre entre le faisable et le souhaitable pour maximiser les chances de l'innovation dans les startups en fait, ou dans les entreprises innovantes de manière plus générale. Alors, tu parles du faisable, ça à la limite on voit à peu près ce que c'est, mais le souhaitable, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, le souhaitable, c'est en fait les attentes, donc exprimées ou non du marché, en tout cas des utilisateurs. Donc, c'est quelque chose qui est souvent formalisé par une étude de marché en amont des projets ou tout début des projets. L'étude d'adéquation a une spécificité, c'est on ne questionne pas le besoin ou les attentes sur papier, on ne demande pas aux gens d'imaginer un produit, on leur permet d'expérimenter un produit, une solution, et de nous faire tous les retours possibles sur leur expérience. Et c'est ça qui fait avancer la rencontre entre le faisable et le souhaitable. D'accord. Donc là, si on veut prendre un peu plus d'informations sur ton site et ce que tu proposes, c'est donc adaequa.com, l'adresse de ton site, sur lequel ensuite tu peux prendre des rendez-vous directement avec toi pour expliquer ta méthode. Mais bien entendu, le but de ce live, c'est pas de regarder ton site internet, mais c'est plutôt vraiment de gratter la substantifique moelle de ce que tu proposes, de façon à ce que si des startups sont intéressées pour te rencontrer, elles peuvent même le faire durant ce live. Alors si on arrive directement sur ta promesse, donc facilitons la rencontre entre le faisable et le souhaitable, moi j'aurais déjà une question, c'est par rapport à ton expérience, qu'est-ce qui fait que tu as entre guillemets un domaine, une méthode, une expertise pour traiter ce genre de sujet? Alors, mon expérience la plus marquante en tant d'abord que salarié participant à l'innovation dans les startups, donc c'est d'avoir été dans une société qui était très innovante, très high-tech, avec du big data, de la data science, et qui adressait la problématique de la performance des campagnes publicitaires en ligne. Donc, ce qui s'est passé, c'est que parallèlement à cette promesse de performance, moi, je me suis demandé, avec le faisable, donc avec ce qu'on sait faire techniquement, qu'est-ce qu'on peut proposer, quelle valeur on peut créer, on peut ajouter, qui soit en attente avec les besoins de nos clients, qui étaient donc des annonceurs plutôt grands comptes. Et ce que j'ai construit, c'est à la fin, au début c'était un prototype, et puis ça s'est transformé en produit, ça s'est intégré à la solution.
c'est des insights de campagne. Donc à partir des données, de toutes les données qu'on avait, construire de la connaissance sur les clients, en tout cas les cliqueurs, non-cliqueurs, convertisseurs, etc., observés pendant la campagne en termes de caractéristiques sociodémographiques, en termes de centres d'intérêt, etc. Et ce livrable, donc c'est un rapport de connaissances qui était livré aux annonceurs, voilà, qui a obtenu une certaine satisfaction, en tout cas des retours assez positifs de la part des annonceurs. D'accord, et donc de ces différentes expériences, et donc particulièrement celle-là, tu t'es inspiré pour essayer de mettre en application pour d'autres startups cette méthode, en fait, c'est ça? Voilà, je me suis aussi beaucoup intéressé j'ai lu un certain nombre de choses sur des histoires de startups plus ou moins connues et aussi des livres méthodologiques hein, comme des documents sur le Lean Startup, des choses comme ça, qui m'ont bien sûr inspiré et conforté dans l'idée qu'il y avait vraiment une méthode et qu'on pouvait vraiment optimiser les choses en s'y prenant d'une certaine façon. D'accord, alors peut-être Pour que tu pourrais nous illustrer, faire un dessin, voilà, c'est exactement ça l'idée. voilà, pour illustrer ça, je vous fais un petit schéma. Donc, ce qui se passe couramment dans les startups, hein, ça évidemment, c'est un axe de développement très fort euh, qui est la R&D. D'accord. Donc la Donc, R&D, hein, c'est c'est la recherche et le développement, c'est ce qu'on appelle le faisable, c'est ça? exactement, c'est ce que moi j'appelle le faisable. Ça, c'est quelque chose qui, bon voilà, j'ai jamais vu une startup hein, qui soit pas efficace sur ce sujet-là. Donc tu Du coup, on a une t'adresses quand même connaissance à des startups qui justement dans leur ADN ont d'innovation, de leur innovation technologique la plupart du temps? oui, oui, un effort d'innovation. Un effort, ça veut dire concrètement, effectivement, des gens qui passent du temps avec des moyens. Donc, ça peut ne pas être numérique, ça peut ne pas être technologique. Hein, ça peut être une gamme euh, euh, de produits qu'on va renouveler. Ça peut être des produits alimentaires, voilà, pourquoi pas. Mais ma connaissance et mon affinité me portent plutôt sur les sujets numériques. C'est vraiment ces startups-là, moi, que je connais bien. D'accord. Après, voilà, je peux travailler sur d'autres sujets. Ça fait combien d'années que tu es Donc sur ce genre de concept? là, ça fait environ 2 ans que j'opère vraiment je fais des prestations concrètes. Ça fait, on va dire, peut-être 3, 4 ans que c'est en gestation où voilà, je vais à des conférences, je lis, je m'informe, etc. Et puis j'essaie de fibre un peu du développement produit qui se développe. D'accord. Mais voilà, je dirais 2 ans que c'est en activité, en opération. D'accord. Sur le deuxième axe, donc là, qui est un petit peu moins connu, donc c'est ce que j'appelle le souhaitable. Donc je vais à la D'accord. fois le redéfinir un petit peu et expliquer que d'abord, quand même, idéalement, la connaissance doit faire ça aussi. Et c'est en augmentant la connaissance des deux, donc du faisable et du souhaitable, qu'on augmente les chances de rencontre. Donc concrètement, une rencontre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on sait faire quelque chose d'éventuellement un peu compliqué, qui répond à des attentes, à des demandes, à des rêves, pourquoi pas. Et donc là, a priori, c'est cette zone-là, on est à peu près sûr, voilà, de vendre un produit qui va avoir peut-être une traction naturelle, ou en tout cas qui va trouver son public et la machine va être enclenchée. Le souci, c'est qu'avant d'arriver à ça, il peut se passer d'autres choses. Donc, il peut se passer, ce que je vais matérialiser là par des pointillés, une stagnation de la connaissance du souhaitable, tout simplement parce qu'on a fait au début une étude de marché. On a beaucoup travaillé avec des early adopters pour obtenir un début de traction. Mais après, on est concentré sur la R&D. Puis, l'étude de marché, ça coûte cher, donc on peut en faire tout le temps. Les early adopters, ils sont tellement proches, ils sont tellement en phase avec le produit qu'ils nous apprennent plus rien de nouveau en fait. Ils sont plus résistants, ils sont déjà acquis en fait. Et donc, la connaissance peut stagner. Ou pire, elle peut régresser. Pourquoi? Parce que de manière relative à l'écosystème, si pendant que vous faites un effort technique pour développer une chose, l'écosystème développe autre chose, qui plaît mieux qui répond mieux aux attentes, en fait, vous êtes en train de vous éloigner de l'adéquation. Vous êtes en train de moins bien comprendre le souhaitable, puisque ce que vous développez, relativement à ce qui existe et à ce que les gens veulent, perd de la valeur. Donc la Donc, méthodologie bien sûr, que tu proposes, c'est en fait tout au long de la vie du projet, de faire toujours en sorte d'être en adéquation quelque part avec les besoins du marché ou en tout cas avec le public. C'est ça? ouais, j'aurais même tendance à dire, le plus on engage des moyens R&D importants,
Donc typiquement, ça peut être après une levée de fonds. Plus on engage des moyens R&D importants, le plus on doit s'assurer que ces efforts R&D sont en phase avec les attentes. Donc c'est le bon moment. Idéalement, parce que en plus c'est moins douloureux, parce que si on vient de lever des fonds, c'est plus facile de faire appel à un consultant. Mais c'est le bon moment pour vérifier son adéquation, parce que c'est un moyen d'aller chercher de la croissance à pas cher. Si les fonds levés servent à faire du marketing, là on est dans une zone un peu de danger. À moins d'être sûr de son coût, de sa attraction et de vouloir juste passer à l'échelle. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Mais si le marketing il sert juste à obtenir l'attraction qu'on n'avait pas, là c'est une zone de danger. Moi, je considère qu'il faut plutôt allouer une partie des fonds levés à de l'étude d'adéquation. D'accord. Alors, bon, je crois que tu as un exemple à nous montrer très, très concret, hein, d'ailleurs, d'un acteur assez connu aujourd'hui. Bien entendu, je le rappelle, le Tama Live, ça peut être du live aussi pour vous. Donc, vous pouvez nous rejoindre à tout moment en rentrant le code Tama Live et on se fera un plaisir avec Gilles d'essayer de répondre à vos questions ou de traiter en live votre problématique et de voir dans quelle mesure l'approche de Gilles pourrait être pertinente par rapport à ça. Mais avant toute chose, je crois que tu as un exemple à nous présenter. Voilà, donc c'est effectivement un exemple concret, donc qui n'est pas un cas dans lequel Adaqua est intervenu, hein, donc je précise tout de suite, puisqu'il s'agit de LinkedIn, donc réseau social professionnel bien connu. Mais il faut savoir qu'il n'a pas toujours été aussi connu. Au début, donc les fondateurs trouvaient que l'attraction était insuffisante, c'est-à-dire que en fait, après avoir invité un contact, lui-même n'invitait pas ses amis, alors que c'est quand même le principe de ce réseau. Hein. Le but, c'est d'avoir un maximum de contacts professionnels, en tout cas pertinents. D'accord. Donc voilà, ça c'était le constat que faisait donc un des cofondateurs de LinkedIn au début. Donc, alors le lancement, je crois que c'était en 2003. Alors là, c'était peut-être au bout de quelques mois ou quelques années, mais c'était plutôt au début. Donc, D'accord. Donc le cofondateur, ce fameux effet viral que la plupart des startups attendent patiemment, c'est ça? voilà. Et là, moi, mon diagnostic, là, c'est du coup, l'adéquation est probablement pas optimale. Il y a probablement quelque chose à faire qui peut, voilà, augmenter la viralité. Donc là, c'est une citation de Constantin Guéric, donc c'est ce cofondateur de LinkedIn là qui se posait la question. Certains de nos amis ont naturellement compris que pour vraiment nous aider, il ne s'agissait pas seulement d'accepter l'invitation, mais aussi de l'envoyer à leurs amis. Si certains l'ont fait de même, d'autres non. Alors déjà, il parle d'amis, hein, donc là, moi, je suis dans une démarche un peu plus rationalisée, c'est-à-dire que vos amis, vous les avez peut-être déjà. Moi, je vais aller chercher des gens que vous ne connaissez pas, qui ne vous connaissent pas, pour étudier avec ces gens-là, les observer en situation d'usage et étudier l'adéquation de votre solution pour ces personnes-là. Donc ça va être une information beaucoup plus neutre, beaucoup plus rationalisée. Cette démarche-là d'essayer de convaincre ses amis, probablement que voilà, si vous avez créé une startup, vous l'avez probablement déjà faite, vous le faites peut-être encore. Là, il s'agit de passer à autre chose, à une étape un peu plus rationnelle. Euh, Quand même, ce qui est intéressant dans la démarche de Constantin Guéric, c'est que c'est ce qu'il a fait en fait en réponse à ce constat. Donc là, alors c'est pas indiqué, c'est pas détaillé sur les slides, et je n'ai pas la réponse, je n'ai pas le secret, mais ce que je sais, c'est qu'il y a des méthodes qui existent, qui sont faites pour ça. Donc moi, je dis qu'il a fait une étude d'adéquation parce qu'en fait, dans le récit que j'ai obtenu, il a pris son téléphone et il a vraiment essayé de creuser en interviewant les personnes qu'il connaissait, en leur demandant mais pourquoi tu n'as pas recommandé à tes amis, qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'il faudrait changer, qu'est-ce qui te dérange pour recommander cette solution à tes amis. Ça leur a permis d'obtenir du feedback et parfois de la croissance, bien sûr, enfin les deux, puisqu'en fait, après avoir compris ce que ses amis attendaient, il arrivait à les convaincre et du coup, ça se traduisait bien sûr par une croissance virale. Bon là, une croissance virale un peu forcée, un peu forcée à la main, quoi, on va dire. Mais c'est le principe de LinkedIn, c'est le moteur de LinkedIn. Ce qui s'est passé, c'est que pendant ces années, pendant ces mois, apparemment le feedback, ils ont su le transformer en connaissance produit, en connaissance client et en connaissance produit, puisque aujourd'hui, on constate en 2017, la viralité a fonctionné, hein, donc 467 millions d'utilisateurs qui ne sont pas tous des amis des cofondateurs a priori. Donc, c'est bien que la mécanique a dû, à un moment donné, se mettre en place. Est-ce qu'il y a une masse Et critique pour créer de la viralité? On se dit toujours peut-être qu'il faut un minimum d'utilisateurs pour commencer à faire de la viralité? C'est le cas ou c'est pas aussi simple?
Alors, pour faire une étude d'adéquation en vue d'optimiser la viralité, il faut, on va dire, un panel de 4 à 5 utilisateurs. J'ai envie de dire, à partir de 1, on peut apprendre des choses. En fait, la question, c'est ça. La question, c'est à quelle vitesse on apprend. Et plus on apprend vite, plus on augmente ses chances d'atteindre la viralité. Il n'y a pas de promesse de viralité, il n'y a pas une recette, ça non. C'est pas ça que je propose. C'est pas une recette pour la viralité. C'est une méthode pour apprendre rapidement de chaque utilisateur qu'on rencontre, en fait. Et plus on apprend vite, plus on a des chances d'obtenir cette fameuse viralité avec un utilisateur qui est effectivement vraiment satisfait et qui peut recommander. S'il ne recommande pas, il y a forcément une raison, il y a forcément un obstacle. Peut-être que voilà, ça le gêne de faire la promotion du produit. Peut-être que le produit est tellement bien qu'il veut le garder pour lui, comme un avantage concurrentiel, ça peut arriver aussi. Mais en tout cas, il y a une raison. Donc c'est là où l'analyse en profondeur apporte quelque chose. Et est-ce que ta méthode se rapproche de ce qu'on connaît des A/B testing ou des choses comme ça, ou c'est un peu différent? Oui, tout à fait, c'est complémentaire. L'A/B testing va venir pour valider des hypothèses qui ont été faites, parce qu'effectivement, sur un utilisateur, on peut se dire, bon, c'est bien, on connaît un utilisateur, on a identifié quelque chose qui le gênait, on va corriger ça, super, mais cet utilisateur-là, quelle fraction de la population il représente? Est-ce que c'est 1%, 10%, 50%? On n'en sait rien. Donc pour savoir ça, il faut effectivement aller ensuite déployer l'hypothèse, enfin la correction qu'on a faite plutôt, mais pas non plus sur 100% des clients parce que c'est un risque. Donc, on va la déployer de manière progressive avec du A/B testing, effectivement, en prenant des panels de plus en plus gros pour à la fois valider ce qu'on sait et en même temps ouvrir les vannes de la correction. D'accord. Donc, ce que Donc, l'idée, voilà, c'est rendre Vas-y, je t'écoute. des coups de fil, enfin des choses assez informelles, assez manuelles. L'idée, c'est de les systématiser, de les optimiser, de les généraliser pour obtenir donc une méthode et des services, des outils accessibles et adaptables à des projets, y compris avec des budgets assez, on va en parler tout à l'heure, mais y compris avec des budgets assez modestes. Il n'y a pas forcément besoin de Oui, gros parce que moyens dès pour qu'on faire ça. commence à solliciter une communauté, à parler d'A/B testing, c'est souvent justement un frein pour les startups. C'est souvent un billet de 10 000 ou des choses de ce type-là. Donc, c'est à la fois, je pense que beaucoup de startups en ont conscience, mais elles y vont pas tout simplement pour une question de financement finalement. Puis ce que tu dis là, c'est que ces campagnes, normalement, c'est que ça doit se faire en continu dans la vie du produit et de la connaissance de ses clients, hein. C'est ça l'idée. C'est exactement ça. Oui. Il faut le faire à des moments stratégiques, pas forcément avec de gros moyens. Donc l'idée, c'est de bien parler. En gros, c'est ça, c'est de bien dialoguer avec quelques utilisateurs bien choisis à des moments bien choisis pour ne pas avoir justement à faire le gros plan marketing qui coûte des millions ou le gros A/B testing effectivement où on va apprendre des choses qu'on aurait pu apprendre pour beaucoup moins cher en fait. Le Alors, sujet c'est ça. donc concrètement, qu'est-ce que tu proposes justement auprès des startups ou porteurs de projets qui nous écoutent en termes d'accompagnement? Voilà, alors, concrètement, ça prend la forme d'ateliers. Donc les premiers vont servir à définir qui sont les utilisateurs pressentis, à qui vous voulez parler, qui doit avoir le produit dans les mains pour qu'on essaie d'apprendre quels sont ses critères de satisfaction et en faire évidemment un client, faire une acquisition, ce qu'on appelle une acquisition client. Voilà, une D'accord, demi-journée à une journée pour savoir quelle est la cible finalement. d'accord, Ensuite, il y a une demi-journée à une journée pour étudier le faisable, c'est-à-dire qu'est-ce que aujourd'hui vous proposez. Donc parfois c'est simple, parfois c'est un peu plus complexe. Donc en quoi consiste la solution techniquement et surtout quels sont les axes, quelles sont les choses en fait qui sont modifiables, ajustables, etc. Et quels sont ceux qui ne le sont pas. Parce que évidemment, il y a des efforts techniques des fois qui sont voilà, des choses qui sont faisables mais qui sont vraiment hors de portée financière de la startup. Donc dans ce cas-là, je vais pas, ça n'a aucun sens que j'aille voir un client ou un utilisateur qui me dise oui, je rêve de ça, et puis qu'après la startup soit pas du tout en situation de réaliser ce rêve-là. Bon, Hmm, je vais quand même le faire, hein, je vais quand même noter l'observation, mais l'idée c'est que ça soit dimensionné par rapport aux moyens R&D de la startup. Donc, qu'est-ce que vous d'accord. savez faire aujourd'hui et qu'est-ce que vous pensez savoir faire demain, en gros. Euh, voilà, ça va être lié, bon, évidemment, à la taille des équipes hein, et puis au degré d'avancement technique de la startup. Euh, le point suivant, c'est de définir le protocole d'observation. Donc ça, c'est quelque D'accord. chose qu'il faut faire ensemble. C'est très important. C'est ce que
c'est l'expérience utilisateur idéale, rêvée un peu par la startup ou l'entrepreneur. Qu'est-ce que le client est censé faire avec le produit, avec la solution? Et s'il ne le fait pas, comment je réagis? Parce que pendant l'observation, évidemment, bon, s'il trouve pas le bouton pour mettre en marche le produit, bon, on va peut-être pas attendre 1 heure sans rien lui dire. Voilà, on va l'aider, on va l'aiguiller. Mais ça doit être très carré. Ça va être un protocole qui doit être reproductible et qui doit être bien calibré dans un dialogue, donc un atelier entre la startup et l'observateur. Donc en l'occurrence, ça peut être moi, voilà, ou d'autres personnes que je vais D'accord. recruter. Donc toi, tu t'occupes de tout ça en fait, d'organiser un petit peu cette méthode. Exactement. Voilà, moi je vais vous guider pour voilà, mettre en place ces ateliers le jour J, et ça va permettre de créer une expérience. Donc la promesse, hein, c'est de créer une expérience d'utilisation réelle et d'apprendre, de tirer un maximum de connaissances de cette expérience. Donc D'accord. créer, et la finalité, c'est d'avoir une expérience optimale pour vos clients qui, souvent, enfin en tout cas de temps en temps, donne lieu évidemment à une viralité ou en tout cas facilite la commercialisation et le décollage de la startup. D'accord. Et alors donc de manière très concrète, si là je crois que tu as voulu prendre un exemple, tu nous Ouais. expliques un peu justement ta démarche peut-être sur ce cas-là. Oui. Donc je vais expliquer pourquoi l'UX, bon, c'est un terme que tout le monde connaît pour effectivement appréhender les interactions entre un utilisateur et un système, une API ou un site web, etc. Moi, je vais expliquer pourquoi dans l'étude d'adéquation, on va plus en profondeur. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Hmm. Donc l'exemple en question, c'est tout simple, un assureur qui propose un véhicule de remplacement à ses clients pendant une réparation. Ça, en D'accord. général, c'est dans votre contrat d'assurance, hein, c'est déjà prévu. Peut-être vous l'avez choisi en partie pour ça. En tout cas, votre niveau de garantie, vous l'avez choisi pour avoir ce service. Donc, ce qui se passe dans la réalité, alors là, pour le coup, moi, c'est un cas réel, hein, que j'ai pu expérimenter. C'est que vous avez affaire à un garage qui est là pour réparer votre véhicule, qui peut avoir un véhicule de prêt disponible ou qui peut ne pas en avoir, Donc là on peut partir malgré ses du efforts. principe que ça c'est l'innovation, ça c'est ce. Oui, alors exactement. Donc l'innovation, alors ça date un peu, hein, ça fait longtemps que beaucoup d'assureurs proposent ça, hein, mais en tout cas la promesse, c'est de vous garantir un véhicule de prêt pendant la réparation de votre véhicule qui est D'accord. endommagé. Là, voilà, on obtient voilà l'adhésion de l'utilisateur sur cette promesse. Donc ça existe depuis longtemps, sauf que en fait, il y a plein de façons de le faire. Voilà, donc là, on est dans l'espace des applications. On va explorer une application réelle de ce principe. D'accord. Donc, ça nous amène ici à l'expérience. Alors, il se trouve que c'était moi le client en vrai, mais que j'ai aussi la casquette consultant. Donc, il se trouve que du coup, j'ai pu analyser ma propre expérience. Le cas standard, évidemment, c'est plutôt que j'analyse l'expérience d'un autre utilisateur, d'un autre client, hein, mais là, c'était pour moi. Donc, le garage n'avait pas de véhicule disponible. Du coup, l'assureur, pour réaliser sa promesse, a fait appel à une location de voiture, à utiliser une location. D'accord. Donc déjà, première différence par rapport à l'expérience standard, on va dire. J'ai dû me rendre physiquement sur les lieux du loueur de voiture pour récupérer une voiture de location. Bon, jusque-là, c'est un premier détail, mais bon, c'est déjà un effort, c'est déjà une différence. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que la date de la réparation n'était pas prévisible. En tout cas, le garage ne s'engageait pas. Donc, il a fallu déterminer une date de location qui était à peu près une semaine, la première location. Et puis ensuite, attendre des nouvelles du garage pour savoir quand est-ce qu'il fallait rendre le véhicule de location, quand est-ce que je pourrais récupérer mon véhicule. Donc ça a mis en place un dialogue qui s'est fait entre moi et le garage et entre moi et l'assureur. Donc déjà, là, j'avais des numéros de téléphone et des coups de fil à gérer pour ça, parce que le loueur de voiture, pardon, m'appelait lui-même avant la fin de la location pour me demander si je savais si j'allais la prolonger ou pas, etc. Bon, chose à laquelle j'avais pas de réponse. Alors j'appelais le garage pour savoir. Enfin bref, voilà. Donc je me retrouve à faire l'interface entre différents services. Déjà là, on s'éloigne beaucoup plus Hmm.
encore de l'expérience standard où on attend juste que la réparation soit faite. Hein. Je commence à bosser entre guillemets pour m'occuper des choses. Bon, ce qui s'est passé ensuite, c'est que il y a eu plusieurs prolongations et à chaque prolongation, voilà, j'ai eu le réflexe de demander au garage si par hasard un véhicule de prêt n'était pas rentré, s'il n'avait pas un nouveau véhicule de prêt depuis la dernière fois. Mais j'étais pas obligé de le faire. Je l'ai fait parce que j'avais le souci de coûter le moins cher possible à mon assureur, ce qui est déjà quand même bon. Oui. Tous les clients sont pas forcément comme ça. Donc ça va être une importance plus tard. Et surtout, bah, pour moi, ça commence à être un facteur de pénibilité parce qu'il y a eu quand même 3 ou 4 prolongations avec à chaque fois donc des coups de fil à l'expert ou garage pour savoir voilà quand est-ce que ça allait avancer, loueur de voiture quand est-ce que il fallait que je lui dise que la location allait être renouvelée, etc. Voilà, jusqu'au jour où je me suis dit, ok, travaillons plutôt sur le dialogue avec l'assureur, qui est donc qui a lui en théorie la maîtrise, en tout cas le souci de l'expérience client qu'il fait vivre à ses assurés. Et je me suis dit voilà, l'expérience client là est sous-optimale. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer? D'accord. Ce que j'ai fait, c'est que l'analyse en profondeur, c'était quoi? Ça consistait à dire bah ok, la case cochée. Là, moi, je suis persuadé que chez l'assureur en question, il y a un formulaire. La case un véhicule a été fourni est cochée. Donc, voilà, en termes de qualité, ils sont dans les clous. Sauf que moi, j'avais un certain nombre de choses à redire. Et pour les motiver, en fait, bah, j'ai parlé de cet argument là du garage qui oublie de dire qu'un véhicule est disponible, ce qui peut tout à fait arriver en étant de bonne foi. Et en expliquant que ben, si on confie le dialogue avec le garage et le loueur de voiture à l'assureur plutôt qu'au client, ben, ça permet, parce que l'assureur lui fait son métier, il est pro, à ce que l'assureur fasse une pression entre guillemets gentille sur le garage en disant voilà, donc ça fait 3-4 fois qu'on vous demande si vous avez un véhicule de prêt, vous n'en avez pas. Or, dans la charte qu'on a avec vous, ben, vous devez en fournir. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, est-ce qu'il y a une situation particulière dont vous voulez nous faire part? En tout cas, voilà, cette pression amicale entre guillemets, l'assureur peut l'exercer avec le garage. Le client absolument pas. Moi, je n'ai pas envie de me fâcher avec mon garagiste. Hein. Donc, Et donc là, voilà, c'est des concrètement, choses. ce que tu en retires comme connaissance pour l'assureur qui lance son service, c'est que lui doit s'occuper de toute la logistique par rapport à cette offre de service. Et donc, au final, il a fait quelque chose, lui, cet assureur, sur cette expérience ou... C'est exactement ça. Alors voilà, c'est ça qui est assez intéressant. C'est qu'effectivement, j'ai fini par dire, donc j'ai formulé ça de manière assez constructive en disant c'était peut-être un gain pour eux parce que du coup, ils évitaient de rater des cas où le véhicule de prêt était disponible et où finalement la location se prolongeait alors qu'elle n'aurait pas dû. Donc ça pour eux. Et en appuyant sur cet Optim Business, je me suis dit, moi, en tant qu'utilisateur, mon rêve, ça serait juste qu'on me prévienne quand ma voiture est réparée, puis je vais la chercher. Quoi. Ça serait l'idéal. Et donc, c'est ce qui s'est passé en fait. Alors, c'est là où voilà, l'assureur a été très très bon en termes de relation client. C'est-à-dire que la personne m'a très gentiment dit, bah écoutez, je vais essayer de faire ça, je vais m'occuper des coups de fil, et puis bah, je vous appelle quand c'est prêt. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Donc là, c'est magique, c'est une optimisation de l'adéquation qui s'est faite comme ça, voilà, juste en un échange. Ce que je ne sais pas, c'est à quel point l'optimisation a été passée à l'échelle, c'est-à-dire à quel point aujourd'hui dans les process, quelque chose a été modifié pour que le dialogue avec le garage ne soit plus délégué au client en fait. Oui, parce que Voilà. là, ça a été du one-to-one, mais tu sais pas dans quelle mesure il a industrialisé ce retour d'expérience. Alors je l'ai évoqué avec la personne que j'ai eu au téléphone qui m'a dit oui c'est vrai que les process pourraient être améliorés dans ce sens-là, etc. Mais cette personne-là n'était pas avec un rôle de décision, donc j'ai pas poussé la démarche de. Donc là concrètement c'est pas une prestation que j'ai faite hein, en fait c'est une prestation que j'ai faite comme ça gracieusement on va dire. Mais formellement j'ai pas passé de contrat avec eux. Mais si demain si je les démarche je saurais quoi leur dire puisque je peux leur proposer une optimisation de leur expérience qui à la fois est un gain financier et en même temps améliore sensiblement l'expérience client. D'accord.
Bon, je pense que c'est un exemple assez intéressant qui démontre aussi que quand on parle d'innovation, c'est pas uniquement une innovation technologique, mais ça peut être une innovation au niveau des services. Tout à fait, ouais. Donc, si demain, moi, jeune start-up du numérique ou pas, j'ai envie de travailler avec toi, donc on va sur ton site Adaequa et grosso modo une mission, hein, juste qu'on parle un peu chiffres pour les start-upiens qui mangent des cailloux. Ça représente quoi? Combien de temps? Combien d'ateliers? On va dire en mode grosse maille, mais Ouais. pour que les gens comprennent un petit peu. Oui, donc pour obtenir, on va dire, la prestation dans l'intégralité de ce que je propose, l'ordre de grandeur pour démarrer, ça va être environ 2500 à 3000 euros, donc ça va faire trois journées de conseil, voilà, à peu près. D'accord. Sachant que ce qui peut être fait pour certaines startups qui sont vraiment sur des tout petits budgets, ça peut être modulé et je peux faire qu'une partie. C'est-à-dire que même simplement le début, définir ensemble qui est la cible ou l'atelier de c'est quoi votre faisable, qui définit le faisable, ces choses-là ont de la valeur. De toute façon, elles font avancer. Donc ça peut être un atelier, voilà, pour démarrer, pour faire Et, connaissance, et un premier j'imagine atelier. que tu pousses à faire en sorte que les gens soient autonomes aussi quant à cette démarche-là. C'est pour inculquer des méthodes après qui peuvent être reproductibles en fonction de leur niveau de développement, j'imagine. C'est exactement ça. Si on a rédigé ensemble un premier protocole d'observation, les observations suivantes peuvent tout à fait être faites voilà, par la startup elle-même, surtout qu'elle aura compris ce qui permet d'éliminer les biais, etc., d'être neutre, d'être le plus neutre possible dans l'observation. Donc, il y a une appropriation clairement du savoir-faire, de l'expertise par la startup dès le début, et moi, c'est dans cet esprit-là que je travaille aussi. Bon, donc c'est vrai que ton expérience au niveau de différentes startups qui ont vécu des levées de fonds et des développements importants te permettent justement d'avoir cette expertise. Donc c'est quand même intéressant de pouvoir te solliciter. Alors je n'ai pas vu de personnes arriver pendant ce live, donc bon peut-être que ce que tu as expliqué était très clair ou tout le monde a son sandwich dans les mains. C'est Donc l'heure, ouais. c'est un peu l'heure. Alors, si on veut te contacter, donc là je reviens sur ton site, donc là on clique sur rendez-vous en ligne, c'est ça? On va sur Alors, adaequa.com et comment on fait pour te contacter aujourd'hui? oui, donc il y a l'adresse email. D'accord, Bon, je pense que je vais ajouter un numéro de téléphone, parce qu'effectivement, pour certaines personnes, ça peut être plus pratique. Je vais d'accord. ajouter un numéro de téléphone, l'adresse email et le bouton rendez-vous en ligne. En fait, c'est pour réserver un créneau avec un outil voilà de De programmation planification? de meeting D'accord. Bon, avec. Voilà. bon, ben super. Ben écoutez, écoute, merci Gilles pour ben, voilà avoir présenté Adaequa. Donc pour mettre en adéquation les technologies de nos startups avec le public. Je pense que c'est un peu un sujet clé pour l'ensemble des jeunes autres entrepreneurs. Donc merci pour ta participation. Et Merci à puis toi de m'avoir invité. voilà, ben, écoute, avec plaisir. Alors bien entendu, si vous êtes amené à travailler à distance, Gilles se fera une joie de vous présenter l'application Tamashare qui permet de faire de la visio-collaboration. Je crois que tu peux te déplacer un peu partout en France, hein, t'es pas exclusif sur Oui, une zone géographique. oui, tout à fait. Hein, dans la mesure, c'est des ateliers assez ponctuels, donc il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire en ligne. Hein. Moi, je suis assez friand de ça parce que des fois, cinq minutes bien placées au bon moment avec le bon sujet, on peut avancer beaucoup. Et après, évidemment, tout ce qui est atelier présentiel en une journée, une demi-journée, ça peut être partout en France. Bon, génial. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter avant qu'on finisse la session? Bah, merci beaucoup Yannick donc pour l'invitation. Et puis, je trouve que l'expérience là du Tama Live est assez intéressante. C'est vraiment voilà, c'est vraiment un format que j'aime beaucoup. Bon, bah super. Donc, bien entendu, c'est une offre qu'on vous propose à tous les startupiens. Vous voulez pitcher, présenter une solution. Très peu de préparation. Ça se fait vraiment de manière interactive et dynamique. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter si vous aussi vous voulez faire partie d'un live et pouvoir présenter votre projet. Encore merci, Gilles. Bon après-midi à tous. Et puis, je vous dis à bientôt
sur notre prochain Tama Live. Et surtout, si vous avez besoin de conseils pour mesurer les usages et déclencher la viralité de vos produits, pensez à Adéquat. Merci. Au revoir. Au revoir, merci.